Merci beaucoup, Madame le Président. Charge difficile d'intervenir cet après-midi et je remercie Christian, Hervé et Gérard Lopez de me faire l'honneur d'ouvrir un petit peu cet après-midi. Donc, dans l'intitulé Développement professionnel continu, oui, la maltraitance, nous verrons comment nous nous y adressons. Tout d'abord, vous avez vu que les facultés de médecine sont quand même relativement malmenées par les différents intervenants, aussi bien de la matinée qu'en début d'après-midi. Et donc là, s'il y a un peu de temps, j'interviendrai pour les défendre quand même, puisqu'il y a une méthodologie qui y est quand même enseignée, mais surtout pour vous parler du développement professionnel continu. En effet, vous savez que pour l'instant, et ça a été dit par une des intervenantes de ce matin, ce n'est pas ce dispositif n'est actuellement pas opérationnel. Nous attendons toujours les décrets et ça fait maintenant quand même une dizaine d'années qu'il y a possibilité d'élaborer des textes, mais qui ne sont pour l'instant pas promulgués par les différents gouvernements successifs. Ce qu'il en est en effet, les différentes disciplines médicales, quelles que soient ces disciplines, sont engagées à se doter d'un conseil national professionnel. Ce Conseil national professionnel, en ce qui nous concerne et ce que je vous présente, c'est celui qui concerne les disciplines de médecine légale et d'expertise médicale. Là, de nouveau, dans la globalité de cet art, il s'agit bien sûr d'un exercice qui s'exerce auprès de personnes vivantes, de personnes décédées, mais également l'expertise qui touche tous les domaines de la médecine. Donc nous sommes là dans un exercice qui concerne, j'allais dire, l'ensemble des confrères. Interdisciplinarité très importante et ceci est toujours à garder à l'esprit dans mes propos. Donc pourquoi créer ce type de conseil destiné aux différentes professions pour nous, la médecine légale? C'est justement pour faire la promotion de la qualité de l'exercice professionnel. Les critiques ce matin en termes de possibilités de signalement, de certificats, et j'y reviendrai, trouvent clairement ou devraient trouver leur réponse dans cette organisation que nous essayons de promouvoir en termes de formation médicale continue. Les buts sont tout à fait évidents. D'une part, de développer développer l'enseignement post-universitaire, d'essayer de faire évoluer les compétences, et vous avez eu des exemples ce matin, mais également d'entrer peut-être, si les textes suivent, vers une accréditation de la qualité des pratiques professionnelles, et ceci après avoir analysé les pratiques, et c'est quelque chose qu'il faudra que nous fassions par rapport justement aux conduite à tenir par rapport à la maltraitance. Donc l'analyse de ces pratiques professionnelles et ensuite pouvoir influencer sur la qualité de ces pratiques. Ce Conseil national professionnel devrait être l'interlocuteur privilégié pour cette profession par rapport au pouvoir public, par rapport à l'ordre, par rapport aux institutions, pour donner, j'allais dire, un axe de réflexion, un axe de travail. Lui-même ne va pas proposer, ce conseil ne va pas proposer de formation, mais il va agréer des formations qui lui sont proposées. Formations qui peuvent émaner du secteur universitaire, du secteur privé, d'autres professions. C'est quelque chose qui reste toujours dans ces propositions de formation continue qui sont faites. Vous avez des associations également qui proposent cela, mais ce conseil va se saisir de ces propositions et va donner son imprimature ou pas. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des formations qui s'inscrivent dans les axes que nous avons dégagés, des axes qui seront dégagés pour 3 ans, ou au contraire, s'agit-il de sujets que nous ne souhaitons pas, dans un premier temps, promouvoir, et nous laissons passer une période de 3 ans avant de promouvoir ces sujets. Et là, il nous a semblé, et ceci sous la férule de Gérard Lopez, que vous connaissez, sa féconde, de prendre justement pour un de ces sujets pendant les 3 premières années, de prendre la maltraitance. En effet, il s'agit d'un fil conducteur pour nous. C'est un sujet qui nous permet, d'une part, de pouvoir agréer des formations qui concernent tous les médecins, puisque là nous sommes dans des formations professionnelles qui concernent les médecins. Nous pouvons faire intervenir d'autres professionnels, mais ça concerne quand même les confrères. Donc là, nous pouvons intéresser l'ensemble des confrères, et vous avez bien dans les conduites à tenir vis-à-vis de la maltraitance, bien sûr, les radiologues, vous avez des pédiatres, vous avez des chirurgiens pédiatres. Je veux dire, cette problématique
touche l'ensemble des confrères qui peuvent être confrontés ou alors qui sont sollicités dans les diagnostics, dans les ébauches de diagnostic. Donc d'une part, ce sujet peut être un sujet qui me semble être fédérateur et qui peut être développé. De nouveau, j'insiste par rapport à des propositions qui ne seront faites. Nous n'allons pas nous autosaisir et faire ces propositions. Alors, comprenez-moi bien, quand je dis que ces sujets sont fédérateurs, nous pouvons, et il est important, ça a été dit ce matin, aborder la question importante du secret professionnel. J'ai beaucoup apprécié le pédiatre qui est intervenu ce matin, mais il convient de nouveau de pouvoir avoir des séances de formation pour expliquer dans quelle mesure le signalement peut être fait en accord avec le secret professionnel. Mais il faut encore le décliner et pouvoir avoir des formations. Et là aussi, par exemple, Gérard, ce matin, s'insurgeait en disant « Ouh là là, il y a une phrase encore dans le code de déontologie qui devrait disparaître. » Peu importe, prenons le code pénal, c'est tout à fait noté. Et clairement, nous avons, en cas d'abstention de signalement, la non-assistance à personne en danger qui vient contrecarrer et qui vient amener peut-être des poursuites si le confrère n'a pas signalé. Donc je veux dire, ce sont des explications qu'on peut faire, mais qui doivent donner lieu à des formations. Donc tout ce qui est secret professionnel peut trouver sa place dans cet enseignement. Ensuite, vous avez le vaste problème des certificats médicaux. Regardez les cheveux qui se dressent chez Gérard. Le certificat médical, il dit toujours que effectivement les certificats ne sont pas toujours rédigés de la meilleure des façons. Et ce matin également, je rebondis par rapport aux paroles du pédiatre en disant oui, attention, notre responsabilité médicale est engagée quand nous réalisons un certificat, certes, mais il y a manière de le rédiger, et elle a été parfaitement claire sur la façon de le rédiger. Donc là encore, des séances de travail pour permettre de signaler des faits sans prendre parti dans les auteurs. Ça a été dit, je ne le rappelle pas, mais des séances de formation encore pour permettre aux confrères de retrouver une façon de rédiger leur certificat qui les met à l'abri, mais qui signale, qui protège l'enfant. Ce sont des éléments, et là je suis très formel là-dessus, qui sont enseignés dans les modules lors des études médicales. Mais vous savez très bien que la voie finale commune actuellement, c'est les ECN. Ce qui n'est pas à l'ESN, on ne le fait pas. Ce qui est à l'ESN, on le fait. Donc après, on redécouvre dans la vraie vie ces problèmes, et puis les cours sont un peu loin. Bien que ces sujets font partie du programme de l'ECN. Ça, c'est pour justement répondre aux personnes qui égratignent un petit peu les facultés de médecine qui sont chères à mon cœur. Certificat médical. Importance de ce certificat médical. Ensuite, décliner dans ces formations-là tout ce qui concerne le dépistage. Mais là, je suis dans un dépistage de nouveau auprès du médecin généraliste, au point du médecin spécialiste, et nous avons eu une intervention ce matin qui était particulièrement pertinente quant à ceci. Et là, effectivement, notre Conseil national est un peu réducteur, puisqu'il s'adresse aux médecins, mais nous pouvons inviter d'autres personnes. Nous pouvons inviter des magistrats, justement nous pouvons inviter des avocats, mais nous pouvons inviter d'autres professionnels. Et là également, de pouvoir partager ces éléments avec notamment des sages-femmes, notamment avec des chirurgiens-dentistes, notamment avec d'autres professionnels de santé, est tout à fait important, puisque ces personnes voient également des patients et peuvent avoir des signes d'appel quant à une maltraitance. Et il est important de pouvoir mettre en commun cette expérience pour amener un signalement et savoir comment une sage-femme, comment un collègue chirurgien-dentiste peut faire un signalement en toute sécurité. Doit-il avertir le médecin? Doit-il pas avertir le médecin? Objet de ces formations. Il faut une période d'échange et une période interprofessionnelle pour pouvoir dégager des conduites à tenir qui soient partagées par tous, qui fassent l'objet également de publications dans le bulletin de l'ordre, voire d'autres publications, notamment au niveau de la Société française de médecine légale. C'est juste un aparté pour un petit peu me référer à cette société savante. J'insiste sur la notion d'interdisciplinarité que nous pouvons développer au sein de ces conseils nationaux. Et cette interdisciplinarité va jusqu'à confronter ces conduites à tenir, va confronter un petit peu nos formations à celles de magistrats chargés d'appliquer les textes ou de magistrats qui sont en recherche au niveau des facultés quant au système qui peut être proposé ensuite pour la prise en charge judiciaire de ces cas. Difficile, nous avons eu des échos ce matin, difficile. Empêcher les parents de voir l'enfant, et ainsi de suite. Ce sont des sujets qui sont éminemment difficiles. Et là-dessus, vous voyez très bien
Sur ce terrain d'une difficulté certaine, nous avons le professeur Hervé, l'éthique qui vient un petit peu nous donner une conduite à tenir au quotidien. Dans des cas où effectivement la réponse n'est peut-être pas dans le code pénal, la réponse n'est peut-être pas dans le code de déontologie, il faut voir comment dans les usages, comment dans la pratique nous pouvons faire. Mais une pratique toujours qui est partagée et une pratique qui s'appuie et qui ne sera pas en contradiction avec les textes. C'est cette compréhension que nous sommes chargés de mettre en musique au sein de ce Conseil national professionnel de médecine égale et d'expertise médicale. La chance de ce conseil, c'est que nous siégeons à parité entre médecins libéraux et médecins salariés. Donc les universitaires sont représentés, les médecins libéraux sont représentés, j'allais dire un petit peu toutes les sensibilités d'exercice médical s'y retrouvent et ceci permet d'avoir des discussions relativement fécondes et qui permettent ensuite, comme dit, de répondre aux questions de nos confrères, quel que soit leur mode d'exercice. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter, sachant que nous serons donc une formation chargée d'agréer ce qui est proposé, mais que nous donnons un thème, et un de ces thèmes sera bien sûr la maltraitance, puisque vous avez compris les problèmes qu'elle pose, et notre réflexion se portera, et ça permettra également d'avancer plus vite dans ce Conseil national, puisque là, nous avons fort à faire, et nous allons pouvoir peut-être susciter aussi des formations si elles ne se présentent pas spontanément. Voilà ce que je souhaitais un petit peu vous communiquer en ce début d'après-midi, après le repas, et avant des interventions qui seront beaucoup plus adaptées à ce colloque. Et je vous remercie de votre attention et naturellement à votre disposition pour des questions. C'est un petit peu très médico-légal, mais dans la vraie vie, cette discipline a une importance tout à fait considérable quand il s'agit de la certification ou de la constatation de lésions chez des enfants qui malheureusement sont décédés suite aux violences.